Bien, et bien merci à tous. Nous allons pouvoir commencer la deuxième partie de notre événement. Et comme vous le voyez, eh bien, nous sommes allés chez Sokoa. Sokoa qui est un industriel de l'ameublement, et nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Charrier, qui est le directeur d'usine et... J'ai pas le titre complet, excuse-moi. Directeur industriel et directeur d'usine chez Sokoa. Et Jean-Dominique Rousseau, donc, qui est le directeur de notre filiale Equans Digital Robotique Intégration, EDRI. Puisque vous savez que la spécificité de notre modèle au sein de Equans Digital, c'est qu'on a l'alliance de pôles d'expertise, donc d'entités qui sont dédiées à un métier, comme EDRI que dirige Jean-Dominique est dédié à la robotique, et puis d'avoir des agences partenaires au sein du groupe Equans qui nous permettent justement d'avoir à la fois l'expertise au niveau central et puis la proximité client au niveau local. Et le projet qu'on a fait avec Sokoa est vraiment illustratif de cette démarche, puisqu'on l'a fait avec une équipe composée d'experts de la robotique de DRI, d'experts de l'algorithmie issue du pôle data, et puis d'une agence partenaire du réseau Equans Digital, donc en Aquitaine, et je salue mes collègues qui sont dans la salle avec qui nous avons fait ce projet. Alors sans plus attendre, on a répété pendant toute la première table ronde qu'il fallait partir du besoin client du cas d'usage. Donc Nicolas, ma première question, c'est quel était le besoin client, quelle était la problématique à laquelle vous faisiez face chez Sokoa? Merci Raphaël, merci. Je suis ravi d'être là. Donc je suis Nicolas Charrier, directeur. Je dirige les usines et les activités de production pour l'entreprise Sokoa. Un petit mot de Sokoa avant tout. C'est une entreprise qui a été créée en 1971 au Pays Basque, à Hendaye. C'est avant tout un projet humain, engagé et collectif, cette entreprise Sokoa, fondée sur l'épargne populaire et avec des valeurs fortes qui nous caractérisent, c'est la création d'emplois au Pays Basque et le développement économique de notre territoire. Donc nous sommes aujourd'hui 275 salariés, tous actionnaires de notre entreprise, et nous réalisons un peu plus de 56 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, juste, notre mission au quotidien consiste à créer du bien-être assis dans les environnements professionnels et pour le plus grand nombre. Donc j'ai cru voir que nos intervenants étaient quand même plutôt bien assis puisqu'ils sont restés, hein, ils sont restés un bon moment. Donc autrement dit, on fabrique et on commercialise des sièges professionnels au design contemporain, ergonomique, éco-conçu, durable et surtout avec un très bon rapport qualité-prix. Et il faut donc savoir que tous les jours, on sort plus de 1800 sièges de nos usines d'Hendaye, donc ce qui représente quand même entre 400 et 430 000 produits finis par an. Alors, sans plus attendre notre problème, puisqu'effectivement ce projet en fait a permis de répondre à une problématique qu'on avait identifiée depuis de nombreuses années, la croissance de notre chiffre d'affaires et l'augmentation du nombre de colis de produits finis à traiter dans notre secteur expédition, donc un espace contraint, on va dire, a généré pas mal de problèmes de sécurité pour nos équipes et il arrivait par certaines périodes que cet espace soit complètement saturé, donc avec des vraies problématiques sur les flux, sur la circulation et surtout sur les conditions de travail de nos salariés qui étaient amenés quand même à manutentionner plus de 15 à 20 tonnes de colis par jour en sortie de convoyeur pour préparer nos expéditions. Donc cette problématique étant identifiée, il est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions pour essayer de lever ces contraintes d'espace. On ne peut pas s'agrandir, hein. Le Pays Basque était assez contraint en termes de foncier, donc on n'a plus de possibilité de s'agrandir. Et il est vrai qu'il fallait trouver un moyen pour fluidifier, sécuriser ces flux et essayer de lever les contraintes que représente cette manutention manuelle donc pour nos collaborateurs. On a eu la chance
de répondre en fait à l'appel à manifestation d'intérêt ou l'appel à France Relance en fin d'année 2020. Et en fait, ils nous ont notifié leur accord en juillet 2021 qu'ils étaient en mesure de subventionner 40% d'un investissement pour lequel on avait une hypothèse budgétaire qu'on avait travaillée. Donc ça nous a forcément aidé à accélérer le sujet et à trouver des solutions pour lever cette problématique. Et du coup, Jean-Dominique, par rapport à la problématique de Nicolas, comment est-ce que, avec nos collègues d'Aquitaine, EDRI a réfléchi à l'approche pour répondre à ce besoin? Alors, au niveau de nos clients, justement, dans leurs problématiques sur nos métiers techniques, c'est souvent d'allier deux choses qui ne sont pas évidentes à marier, c'est-à-dire la proximité et l'expertise. Quand on a créé ce lab robotique, on a très vite vu la valeur qu'avait le réseau, en fait, le réseau à l'époque d'Ineo et d'Equans, pour en fait avoir des relais avec qui on aurait suffisamment de proximité, de partage, et qui pourraient, eux, apporter aux clients, à leurs clients, puisque c'est dans leur territoire, cette proximité. Donc en fait, on a créé une communauté robotique avec des représentants sur la base, entre guillemets, du volontariat, principalement avec des agences qui avaient des compétences dans le secteur de l'automatisme et qui étaient très présentes dans l'industrie. Donc on a créé un peu cet écosystème. Dans le même temps, il y a eu donc du coup Equans Digital avec ses différents métiers, et là on a pu voir que les métiers de nos collègues, notamment de nos collègues de la data ou de l'automation, pouvaient être extrêmement complémentaires aux nôtres. Et donc on s'est dit tiens, mais on a une chance formidable en fait pour combiner des expertises, être capable d'apporter de la valeur et du coup d'accompagner correctement en proximité. C'est ce qui s'est fait donc là pour Socoa. Donc on a Stéphane Tessier là que je salue, qui est parmi nous aujourd'hui et qui avait une connaissance historique du client Socoa. Ils nous ont parlé de ce sujet avec Denis Perretin qui anime cette communauté robotique. Et alors ça a fait écho tout de suite parce qu'on travaillait justement sur cette solution, sur cet idéal de palettisation hétérogène. Et là on avait un cas d'usage chez un client qu'on connaissait bien en local. Et donc on s'est tourné vers ce problème. Alors, pourquoi on cherchait sur la palettisation hétérogène? En fait, ce qu'on voyait, nous, chez nos clients, c'est que quand on palettise des cartons de même format sur une palette, quelque part, c'est simple et c'est souvent automatisé. En revanche, dès qu'on a des colis de formats différents, qu'est-ce qu'on fait? C'est manuel. Et donc, c'est source de pénibilité. Le cas de Socoa, c'est vraiment le parfait exemple. Vous l'avez vu sur la vidéo tout à l'heure, des cartons importants qui pèsent. Là, c'est un premier enjeu qui est très fort. Il y a un deuxième enjeu qui nous a poussé à ça, c'est que la parade, en fait, pour éviter ce problème de pénibilité, c'est de standardiser des formats, en fait, pour pouvoir les traiter de façon automatique. Et c'est la conséquence qui fait que on reçoit chez soi, qu'on soit particulier ou entreprise, des contenants qui sont parfois vides aux trois quarts. Hein, je pense que le gros carton pour le petit objet, ça parle à beaucoup d'entre vous. Et en plus, on est obligé, pour ce petit objet, pour pas le casser, de rajouter des produits qu'on achète, des produits de calage, du papier froissé, des bulles. Donc, on s'est dit, mais là, il y a un non-sens qui interpelle beaucoup de consommateurs. Il faut qu'on puisse travailler là-dessus. Donc la façon de travailler là-dessus, c'est de dire, si on est capable de mettre en palette des formats hétérogènes, alors on va avoir un gain notable sur les transports, et on estime que c'est à peu près aujourd'hui 30% de vide transporté. Donc finalement, quand on pense robotique industrielle, on ne pense pas forcément impact environnemental, et par le biais du croisement de cette solution, eh bien, on y arrive. Alors, on avait sur Montargis une spécialité historique sur la robotique industrielle, et c'est vrai que nos collègues de data, eux, ont une vraie expertise dans l'algorithmie. On a fait des échanges justement avec Socoa, et puis on a vu très vite qu'on allait arriver à l'objectif. On avait bien travaillé le sujet en amont, et donc on a, avec ce concept d'algorithmie de robotique, on a fait cette première solution, je dirais, efficace de palettisation hétérogène. Alors,
je sais pas, peut-être un petit mot pour vous dire comment ça marche. En fait, on reçoit un ordre de préparation de commande. Donc on a des colis, on a des destinations. Ce qu'on va faire, donc soit on est connecté à une base de données client, soit on va prendre en dynamique par capteur les informations sur les cartons qui passent. On va stocker en fait dans un buffer ces cartons. On va lancer notre algorithme avec des règles de métier qui sont paramétrables. On a voulu, au-delà de SOCOA, faire quelque chose qui soit réplicable. Et dans ces règles métiers, il y a par exemple quelque chose de tout simple. Est-ce que j'ai la possibilité de réorienter mon colis ? De le mettre sur la tranche, de le mettre sur... En fait, ça me donne 3 possibilités finalement par colis. Et si je peux le faire, évidemment, si j'ai des tartes aux pommes, on va éviter. Mais pour beaucoup de colis, on a cette possibilité. Et donc, on a beaucoup plus de choix en termes de calcul. Et on va avoir une palette qui sera optimisée. On a mis des règles des règles sur l'aspect fragilité, sur l'aspect poids. Et beaucoup de choses sont paramétrables. Donc, avec ces règles métiers, on génère notre plan. On le transmet au système robotisé et on vient ensuite chercher dans les tours de stockage que vous avez vu, il y a notre partenaire Modula qui est ici présent, on va chercher dans la tour de stockage le carton dont on a besoin dans le bon ordre pour constituer le Tetris pour chaque palette. Merci Jean-Do, et vous l'avez compris, la solution est adaptable, pensée comme telle, donc si vous avez des cas d'usage qui ressemblent à celui qu'a exprimé Nicolas, n'hésitez pas. Mais avant de se projeter sur d'autres cas d'usage, d'autres sujets, peut-être déjà un retour d'expérience, Nicolas, sur la manière dont s'est déroulé ce projet. À la fois, qu'est-ce qui vous a convaincu dans l'équipe qui vous a été présentée, et puis au-delà du film très bien réalisé qu'on a vu, dites-nous un petit peu comment on a réussi à en arriver là, les étapes et peut-être les difficultés par lesquelles on est passé et comment on les a surmontées. Donc effectivement, ce que pouvait évoquer Jean-Dominique, c'est que les équipes des Quants, ils ont parfaitement compris nos difficultés, notre besoin. Au départ, nous étions imaginés se servir de la surface au sol de ce secteur expédition pour venir stocker ce buffer et avec des équipements cartésiens venir gérer, récupérer, prendre ces colis et ensuite les palettiser. Mais c'est vrai que c'était une mauvaise idée finalement, puisque l'espace est relativement contraint déjà, et de continuer à occuper cet espace et cette surface pour stocker cet encours, c'était pas forcément la bonne idée. À la lecture du cahier des charges, il est vrai que Denis a eu la lumineuse idée de nous proposer du stockage vertical, et en fait c'était tellement une évidence qu'il fallait mettre à profit la hauteur de notre bâtiment sur certaines zones, puisque le bâtiment fait 10 mètres de haut, que c'est apparu comme une évidence qu'il fallait opérer de la sorte avec un buffer qui était en utilisation en volume et non pas en surface, et de fait on réglait en partie notre problème de contrainte de cet espace de travail. Donc évidemment c'était une très bonne idée, puisqu'en plus c'est des choses que vous aviez déjà commencé à traiter. On est allé voir un de vos clients justement dans ce cadre-là, et c'était tout à fait satisfaisant. Et après, comme vous l'avez dit Jean-Dominique, c'est que nous on connaît le groupe Equans et INEO Aquitaine depuis de nombreuses années. C'est vrai qu'ils travaillent avec nous sur les aménagements des infrastructures courant fort, courant faible, et il y a une relation de confiance qui s'est instaurée. Quand le groupe Equans arrive avec la dimension du groupe et les moyens que vous êtes en mesure de mettre en œuvre dans le cadre de ce projet, quelque part c'est un peu rassurant, et ça a fini de nous convaincre. Voilà, je ne sais pas si ça vous convient en termes de réponse. Tout à fait. Nous, on était assez sereins, et surtout que c'est vrai, Denis, il nous avait trouvé la solution qui convenait parfaitement à ce qu'on voulait. Et après, la complexité du lien digital entre notre ERP, le traitement de données, là effectivement, c'est un peu plus complexe. Mais à nouveau, les équipes ED, et je pense que c'est les moyens qu'ils sont en mesure de mettre sur ce type de projet, ça change tout, quoi. C'est rassurant. Peut-être Nicolas, en réponse à ce qui était dans les questions qui étaient posées dans la première table sur l'accompagnement humain des équipes. Comment vous avez expliqué ce projet, associé les équipes dans l'usine, par quel processus vous êtes passé? C'est vrai que c'est important d'associer les équipes et d'expliquer, de faire comprendre. Alors,
on a fait l'acquisition de nos premiers robots dans les années 2017, nous. On est assez récent dans la robotique, mais depuis, en fait, on a toujours su expliquer à nos collaborateurs que le robot n'était pas là pour les remplacer, mais il était là pour les aider. Et on a commencé à traiter, nous, des sujets d'investissement robotique, surtout en essayant de lever les contraintes qui sont subies par nos collaborateurs. Donc, de fait, ils ont tout de suite compris et accepté qu'en fait, on était dans une logique d'amélioration et d'évolution des conditions de travail et qu'on voulait finalement supprimer ce qui créait des contraintes pour eux. C'est le cas ici aujourd'hui. Brasser 15 à 20 tonnes de colis tous les jours pour les mettre sur des palettes, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus gratifiant dans le cadre de leur métier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on les a repositionnés comme caristes, préparateurs de commandes, et c'est quand même un petit peu plus sympa en termes d'expertise que d'être capable de traiter le BL, préparer ses commandes, et gérer l'affrètement des camions. Donc finalement, c'est une évolution qui va dans le bon sens pour eux aussi, vous voyez. C'est associer et donner de la perspective. Absolument. Finalement, on a tous les mêmes besoins un peu fondamentaux. Donner du sens, donner des perspectives et les associer très tôt dans le projet pour essayer d'expliquer, rassurer. Il y a toujours des peurs, des craintes qui s'installent. Mais malgré tout, oui, il faut être relativement transparent par rapport aux objectifs qui sont à atteindre. Et évidemment, vous levez des contraintes et des contraintes physiques pour les opérateurs, donc ils vont être plus productif, plus efficace et nous, on sera plus efficient en termes de performance. Merci beaucoup Nicolas, Jean-Dominique. Est-ce qu'il y a de la part des premiers intervenants des questions sur ce cas ou de la part de la salle? Et puis on pourra également, pour ceux qui sont connectés à distance sur le LinkedIn Event, vous pouvez poser vos questions qui seront relayées par David et ses équipes. Alors oui, une réaction à cette crainte d'introduction des robots dans les PME. On a participé il y a quelques années avec le CIMOP, le syndicat de la machine-outil, à un projet qui s'appelait Start PME. Robot Start PME, qui consistait à accompagner, à aider des PME à intégrer leur premier robot, avec effectivement une aide à la fois financière au financement de ce premier robot et un accompagnement à l'aide à la bonne manière d'introduire ce robot. Et effectivement, sur plus de 700 PME qui avaient été accompagnées à l'époque, globalement, 95% des PME ont créé des emplois plutôt que d'en détruire par l'introduction des robots dans leur process de production. Donc oui, il faut accompagner, il faut expliquer, mais ça fait gagner en productivité globalement l'entreprise et ça ne détruit pas d'emplois. Et on peut à nouveau souligner, même si Catherine Simon n'est pas là, mais le rôle que l'État a joué. Nicolas le citait avec l'aide de France Relance et vous le citez à nouveau, Yann, sur l'exemple de l'accompagnement sur les premiers robots. Donc c'est aussi un message important. Alors moi j'ai une vraie question pour Nicolas. Alors maintenant que ce projet est un succès c'est quoi le prochain projet de robotique chez vous? Et sur qui allez-vous compter pour le faire, Nicolas? Merci de cette question. Alors sachez qu'on est déjà en train de travailler sur un autre sujet avec les équipes d'Equans, effectivement. Quelque chose d'aussi complexe en termes d'innovation. On fait de la couture, nous, on fait de la couture et en fait, il y a des coutures assez simples qu'on souhaiterait automatiser. Mais malgré tout, le tissu, le textile, le revêtement et puis le fait que c'est quelque chose qui se tient pas, c'est une matière molle, ça représente une certaine complexité en termes de... Alors la découpe, c'est déjà automatisé. Donc la découpe du tissu, on a déjà des équipements qui nous permettent effectivement de traiter toute cette découpe en termes d'efficacité, d'efficience matière sur les gains associés. Mais c'est la partie d'après, c'est-à-dire la mise en forme de ces gabarits de tissu, ce qu'on en fait pour ensuite que ce soit des housses et qu'on puisse housser nos produits. Et ensuite, vous parliez tout à l'heure d'AGV, c'est vrai que ça c'est un projet
qu'on aimerait porter sous 2 à 3 ans parce que on a une surface importante dans nos bâtiments. On a un site qui fait 20 000 m² et c'est vrai qu'il y a beaucoup de déplacements. Beaucoup de risques liés à ces déplacements, vous l'avez évoqué, et ça c'est des thématiques qu'on va commencer à réfléchir dans les années qui viennent. Et on a des solutions du boulot, pour ça, Nicolas. Et juste dire un petit mot en lien avec la première table, c'est que en fait aujourd'hui donc les industriels ont des problématiques de performance, des enjeux RSE, et voilà. Il y a d'un côté des technologies innovantes qui sont développées par des labos. Et c'est vrai que l'intégrateur, il a une place un petit peu particulière là-dedans, puisqu'il est à la fois, il a un pied bien ancré chez les industriels, il est aussi, il se doit d'être en échange avec ce qui se fait en termes d'innovation technologique. Et notre boulot d'intégrateur, c'est d'aller en fait créer de l'innovation en allant piocher les dernières innovations technologiques pour en faire, non pas de la techno, mais pour en faire des solutions bien concrètes qui répondent aux besoins de nos clients. Et ce qu'on souhaite faire, nous, c'est au travers d'une expérience comme celle qu'on fait avec Nicolas, c'est derrière de penser le coup d'après pour standardiser et pour rendre aussi ces technologies les plus performantes. Nicolas l'a très bien dit, il y a un plan d'action, de soutien qui est là, qui est important sur une première. Après, c'est des technologies qui doivent être autoportantes. Et là, nous, ça nous permet d'une part de déposer un brevet, protéger la solution, mais d'autre part la solution chez Nicolas, je dirais que c'est un peu de la haute couture. Et dans le même temps, on pense une solution plutôt prête à porter, avec des choses qu'on aura optimisées, qu'on va rendre le plus accessible possible. Standardiser le sur-mesure, c'est la promesse des coins digitales. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non? Ou à distance, David? Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a des questions Internet, là. Je vais donc passer le témoin à mon ami et collègue du bout là-bas. N'y a-t-il pas des lois qui réglementent le fait de limiter le vide dans les cartons? Une question, Jean-Dominique, la question c'est par rapport à ce que vous évoquiez tout à l'heure sur le vide dans les cartons, par rapport à l'absence de palettisation hétérogène et l'enjeu RSE que ça représente, est-ce qu'il va y avoir un cadre réglementaire qui va se mettre en place pour pousser à l'interdiction? Effectivement, c'est une problématique, toute la problématique de l'emballage, que ça soit sur les produits ou que ça soit sur justement les contenants. Il y a une évolution qui est en marche. Avec des réglementations qui vont arriver. Effectivement, ce qui était constaté aujourd'hui, demain sera plus accepté. Donc il va y avoir, on est dans une phase là de transition, mais demain la contrainte va arriver parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vu nos enjeux climatiques, on ne peut pas avoir des camions qui transportent du vide. Donc la réglementation et la contrainte arrivent. Bonne nouvelle. Quel est le ROI d'une telle solution robotisée et y a-t-il des solutions pour réduire le coût lié à l'investissement du projet? Ça, c'est pour vous, Nicolas. Est-ce que vous auriez pu payer plus cher la solution? Alors, on l'a évoqué, la subvention France Relance quand même nous a bien aidé à prendre la décision, parce que 40% de subvention sur un investissement de 1,2 million au départ, c'est l'enveloppe qu'on avait allouée à ce projet. Ça facilite la décision quand même. Après, le ROI, il est assez long sur le projet, on est sur 6 ans. Mais je dirais que nous, on se projette assez loin, vous l'avez compris. On est un petit peu atypique, on crée de l'emploi, on développe l'économie sur notre territoire. Donc, on essaye de se projeter un peu plus loin que sur des amortissements de 1 à 2 ans. Après, voilà, il est vrai que si l'État peut continuer à nous aider, c'est dommage que Catherine ne soit pas là, ça continuera, on pourra continuer à porter ce type d'investissement.
dans les sollicitations qu'on a là, puisque donc une fois qu'on a fait une première et voilà, on en tire pas mal d'expérience, on s'aperçoit qu'on a des sollicitations avec des ROI qui sont plus bas. En fait, chaque cas est particulier. On peut avoir des ROI à 2, 3, 4 ans, voire plus. Les gens qui vont basculer sur des ROI à plus de 5 ans sont souvent des industriels qui, de toute façon, sont confrontés à la pénibilité avec une injonction sur la santé sécurité des salariés. Dans certains cas, effectivement, dans les solutions standards que l'on a, on a jusqu'à certains cas des ROI à 1 an. Et sur les solutions, ce qui était l'autre partie de la question, on a des industriels qui disent moi je vais mettre mes capex sur mon outil industriel et ça je le ferai bien, mais c'est un peu compliqué. Et on a des solutions éventuellement de location, des solutions dans la durée en fait, où du coup un tiers va faire l'investissement et finalement l'industriel va pouvoir utiliser directement un outil de production modernisé en prenant juste une location. Il lui faudra juste de la vision dans la durée, mais prenons en fait un cas où on va avoir un ROI à 3 ans. Eh bien, je peux tout à fait faire un financement sur 6 et du coup, dès la mise en service de mon équipement, je récupère du cash. Tout à fait. Et donc ça, ce sont des solutions qui sont éprouvées, qu'on a testées. Le modèle, il est construit avec des partenaires tiers financeurs. Et donc, si c'est des choses qui intéressent dans la salle ou ailleurs, on n'est pas sur des nouvelles choses, on est sur la réplication de modèles financiers existants qu'on a déjà testés avec des partenaires, avec des clients. Tout à fait. On a un client là chez qui on est en train de livrer une installation qui a rapatrié de la production qui était faite en Chine en France, et on est parti avec lui sur ce type de modèle. Voilà. Juste pour revenir sur ce ROI, ce qu'on mesure pas nous, mais qui était important de traiter, c'est aussi la qualité des palettisations et des emballages quand ils arrivent chez nos clients. Alors ça se mesure pas, mais on commence déjà à recevoir des mails de clients qui nous remercient parce qu'il y a moins de cartons qui arrivent éventrés, explosés, et de fait, ça ne s'intègre pas dans un ROI, mais l'image que ça donne auprès de nos clients, c'est relativement important aussi. Ça n'a pas de prix, mais si vous voulez en partager la valeur, on sera ravis aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, une autre question. Comment faites-vous pour calculer le plan de palettisation optimal si nous, industriels, nous ne savons ou ne pouvons pas vous fournir d'infos au sujet des colis que nous produisons? C'est une très bonne question. Par rapport à ce qui était évoqué sur la standardisation de l'algorithme pour qu'il puisse être répété, si tu as un client qui ne sait pas lui-même quelle est la typologie des colis pour lesquels on doit développer l'algorithme. Ok, alors là justement, la solution, on l'a voulu adaptable. Donc en fait, soit on va se connecter, d'ailleurs grâce à nos experts côté data, à l'ERP client, et on va récupérer de la base de données, éventuellement mettre en forme et autres. S'il n'y a pas ça, alors on a tout à fait possibilité de mesurer, en fait, de prendre la donnée sur le colis. C'est-à-dire que dans les exemples qui sont dans le showroom, il y a ce type de technologie. Un colis passe, en fait, on va mesurer son format, on est capable de le mesurer, de le peser. On est capable, avec la computer vision, de voir si c'est des produits dangereux dedans, de voir s'il y a des étiquettes particulières. Donc là, en fait, dans ce cadre-là, après, on va lire une étiquette. Par contre, c'est au client de final de nous dire quel colis envoyer à mettre sur quelle palette. Mais en fait, tout l'aspect dimensionnel, ça, on va pouvoir alimenter notre algorithme avec ce qu'on va mesurer. Je dirais même que dans certains cas, c'est même une sécurité, puisque si jamais on a le moindre écart entre la base de données ou un petit écart dimensionnel, le fait d'avoir du capteur permet de sécuriser. Donc, c'est pas un problème. Et on fait le lien avec ce qu'on évoquait dans la première table ronde, les enjeux de l'IA, puisque là, ces technologies de vision qui sont évoquées par Jean-Dominique sont apprenantes. Et donc, plus l'IA qu'on a mise en place sur ces caméras voit passer de colis, mieux elle apprend à les reconnaître, et plus on est efficace
également ensuite dans l'algorithme derrière. Oui, tout à fait. Je dirais que c'était le côté un petit peu passionnant aussi du métier d'intégrateur, hein, c'est d'aller piocher dans les innovations que développent nos amis du CEA, que développent aussi tous nos constructeurs avec un certain nombre dont nous sommes partenaires, et de regarder avec ça comment on peut créer de la valeur pour nos clients finaux. C'est vrai que c'est ce côté un pied dans l'industrie et un pied dans le monde des fabricants qui permet ça. Et on a une dernière question. Existe-t-il des solutions d'emballage au format des contenus ? Alors oui, il y en a de plusieurs types. C'est des solutions qu'on regarde avec nous beaucoup d'attention. On est en échange avec ces industriels parce que c'est tout simplement eux qui nous ont dit, je pense à un notamment qui nous dit, à chaque fois que je mets une machine, l'industriel est content parce qu'il a moins de vide, mais derrière, tout est fait manuellement. Donc pour nous, effectivement, c'est quelque chose d'intéressant parce que en fait là, ça va être le couplage de deux innovations, hein, la machine d'emballage au format. En fait, un colis est scanné et le carton est fait autour du colis, donc il y a plus de vide. Donc c'est des technologies qui sont éprouvées, qui deviennent de plus en plus efficaces en termes de volume. Et derrière, la solution de mise en palette de colis hétérogènes, elle prend vraiment là pour le coup tout son sens. Donc oui, je pense qu'il va y avoir une petite révolution dans le secteur. Allez, peut-être le mot de la fin pour chacun des intervenants qui... Pas de questions dans la salle ? Pas de... Ah, c'est une question dans la salle. Alors, on va prendre la dernière question avant de passer à la conclusion. Si, Louis de Torier, ID Logistics. Quelle est la cadence opérationnelle de l'installation que vous nous avez présentée ? Alors, l'objectif, c'est 2000 colis jour. Donc, on est aujourd'hui, on passe 70 à 80% des colis qui sortent de nos lignes de fabrication dans l'équipement. On est à 900 à 1000 colis jour. Donc là, l'objectif d'ici fin juillet, parce qu'on a démarré en mars, hein, donc ça fait 3 mois. C'est une montée en cadence progressive avec surtout l'appropriation par nos équipes, hein, puisque je pense que ça c'est important aussi de prendre le temps que nos équipes puissent s'approprier l'équipement. D'ici fin juillet, on vise 1400 colis. Et ensuite, effectivement, l'objectif, ce sera de passer à 2000 colis jour. Sur 14 heures de travail. J'ajoute que dans la solution développée, en fait, avec robots associés à tour de stockage, en fait, on va prendre la problématique client qui est son besoin en termes de cadence, et on va plutôt dimensionner l'équipement en fonction de la cadence. Voilà. Est-ce qu'il y a l'ultime question ? Non. Qui veut commencer le mot de conclusion ? Philippe ? Je pense que ce que j'ai vu ce matin dans ces échanges, c'est l'importance de l'intelligence collective pour mettre en place ces solutions, la collaboration entre un client, son intégrateur, le choix des bonnes technos et des gens qui savent les porter pour avoir des solutions efficientes. Et en complément, on voit que c'est véritablement la solution pour réindustrialiser la France et nos pays européens au sens général. Hein, c'est clé. Alors, moi, en tant qu'organisme de recherche, je suis très content d'avoir participé ce matin parce que on est nourri des besoins des utilisateurs et ce dont parlait monsieur au sujet de la manipulation des tissus, c'est effectivement un sujet de recherche important pour nous, des verrous technologiques importants et ça alimente vraiment notre roadmap de développement technologique. Très rapidement, nous on est très satisfaits effectivement d'avoir engagé cet investissement. On a 36 ou 37 000 colis qui sont déjà passés dans l'équipement, 7 000 palettes.
on tend à supprimer le port de charge sur le secteur et améliorer la palettisation et la livraison de nos produits finis chez le client. Donc c'est parfait, ça nous donne envie d'aller plus loin. Voilà, c'est pour ça que on va traiter d'autres sujets, on va lever d'autres contraintes et continuer d'améliorer les conditions de travail et d'investir dans ce type d'équipement. Je laisserai le mot de la toute fin au maître des lieux, Jean-Dominique. Mais moi, ce que je voudrais prendre comme mot, c'est vraiment le mot de cas d'usage, problématique client. Vous le savez peut-être pas, mais le Equance, en fait, il y a des marketeurs très imaginatifs qui ont construit ça à partir de Equation and Answers. C'est-à-dire notre rôle chez Equance, c'est d'apporter des solutions à des problématiques. C'est un peu théorique et personne ne sait qu'Equance ça veut dire ça, mais en réalité, ça veut bien dire ce qu'on est. On part des problèmes de nos clients et notre but, c'est de trouver la bonne équation pour résoudre ces problèmes. Ok, donc moi je voulais vous remercier d'être présent, remercier aussi les gens qui nous suivent à distance, remercier Nicolas parce que qui nous a fourni le mobilier là pour la séquence, mais dire aussi que hein, voilà. Mais dire aussi qu'il y a peu de temps en fait son mobilier était à Choose France au château de Versailles. Donc voilà, une belle image pour Sokoa. Je voulais remercier nos partenaires qui nous accompagnent et qui sont présents dans ce showroom, nos partenaires fabricants de robots. On a des gens de chez Stobli qui sont là, des gens de chez KUKA. Je remercie aussi nos amis de Modula où vous pouvez voir un stocker dynamique là. En fait, le showroom, c'est aussi pour, avec des clients, discuter de solutions, mais voir aussi ce que c'est qu'un cobo, un robot, un scrutateur, un robot mobile. Donc ça, et je les remercie parce que ils nous mettent du matériel à disposition pour essayer de créer cet échange avec les clients. Voilà. Je veux remercier également nos équipes, bien sûr les équipes d'Aquitaine, plus généralement les équipes de la communauté robotique avec qui on travaille sur le territoire. Nos équipes d'Equance Digital, hein, je pense à nos collègues de Data qui ont beaucoup contribué, Jean-Michel et Sylvain, à nous accompagner sur cette solution. Mais merci à eux. Les équipes aussi qui nous ont permis de faire cette journée, hein, je pense à David et Manon qui ont fait un travail remarquable. Merci à eux. Et puis enfin les équipes qui nous accompagnent aussi sur tout ce qui est marketing, communication. Je vois Anne-Laure qui est présente, sur les équipes innovation aussi qui nous challenge et qui nous poussent et qui nous aident sur des sujets parfois un petit peu complexes pour nous, par exemple de dépôt de brevets. Et puis bien sûr je remercie aussi les équipes de la partie robotique, hein, qui font un travail, t'en connais maintenant un certain nombre, voilà, donc qui au quotidien portent ces innovations chez nos clients industriels, donc merci à eux. Et pour terminer, je vous propose maintenant deux choses. On va dire au revoir aux gens qui nous suivent à distance. Voilà, je les salue, je les remercie. Et puis, pour les gens qui sont ici présents, on va se prendre 5 petites minutes. Et ensuite, ce que je vous propose, c'est de faire un commentaire de la solution qui est devant vous, qui raconte un peu une histoire. Commentaire de chaque brique un peu technologique. Et puis ensuite, une fois qu'on vous aura expliqué comment ça marche, de mettre l'équipement en démonstration. Et vous pourrez vous tourner vers les gens présents qui pourront, je pense il y a des lunettes connectées là sur l'opérateur connecté. On a nos collègues de Bouygues Télécom sur la 5G. Dans ce showroom, dans très peu de temps, on aura de la 5G industrielle qui mettra en évidence l'intérêt de coupler ces solutions et des solutions de mobilité. Bien sûr, nos partenaires que j'ai cités tout à l'heure seront là, donc n'hésitez pas, vous pourrez aller voir chacun pendant le temps du déjeuner et échanger, vous renseigner et dialoguer aussi entre vous et avec nos invités. Je vous remercie.